Urbanisme, je suis très schématique, hein, il faudrait regarder les plans, mais on reviendra peut-être un jour dessus. Il y a plusieurs formes d'urbanisme en Amérique latine et en particulier au Venezuela. Il y a celle qui préexiste à l'arrivée des Espagnols, parce qu'il y a quand même des formes, il y a des villes, il y a des machins, des villes qui existent, des hommes qui existent. Et les Espagnols débarquent, et puis ils ont un peu ratiboisé des trucs, et ils ont créé des villes aussi. Caracas, c'est une ville qui a été pour particulière, Los Teques aussi, même s'il y a une ville préexistante ici. Et c'est la ville espagnole, c'est David, la ville coloniale. Bon, donc c'est une forme d'urbanisme. À côté de ça, il y a la forme d'urbanisme dit informel, c'est-à-dire que sans planification, les gens, et où est-ce qu'ils se mettent, puisque ceux qui avaient le pognon, l'organisation, ils se mettent sur des zones plates, des zones plus faciles à urbaniser, etc. Et puis des zones plus fertiles aussi. D'ailleurs, ils détruisent des zones fertiles pour foutre du béton. Et puis ceux qui n'ont pas, on est dans des zones montagneuses, ceux qui n'ont pas ça, ils se retrouvent sur les montagnes. Donc l'informel est plutôt sur la montagne, et puis le structuré, etc., il est... et d'autres formes d'urbanisme qui sont les urbanismes, alors l'industrialisation, etc., et puis les constructions de condominiaux, enfin d'immeubles qu'on construit pour un immeuble privé, etc. Il y a ça. Et la grande mission Vivienda, qui a commencé à construire, quand elle voyait des collines comme ça, elle est comme tout le monde, elle débute, il faut aller vite, etc. La colline, on lui coupe la tête, on fait une zone plate, et puis on fait les 500 logements dont on a besoin. Donc c'est une forme d'urbanisme qui nie un peu la topologie, la topographie, etc. Donc vous avez ça. Voilà. Mais ça ne fait pas de la ville alternative, ça fait de la ville qu'on connaît, même seulement. Et l'ambition étant à Huaycaipuro, à Los Teques et à Santa Eulalia, comme ailleurs dans le pays, de faire de la ville qui soit une ville émancipatrice, une ville éco-socialiste, et il faut bien réfléchir à des outils nouveaux et de voir comment est-ce qu'on aborde la question, sachant qu'à Santa Eulalia, si je prends le cas de Santa Eulalia, la question elle n'est pas de préserver ce qui existe, elle est à partir de ce qui existe, faire la ville à laquelle on aspire. Dire ça, ça veut dire être capable d'accepter de démolir, être capable d'accepter de détruire, être capable de transformer, puisque c'est aspirer à faire la vie qu'on souhaite. Et comme elle est à inventer, il faut... Mais en partant de ce qu'on a. Ça ne veut pas dire on est sur la Lune, etc. Donc ça va. Donc il faut comprendre ce qu'on a, il faut analyser ce qu'on a, il faut voir dans ce qu'on a ce qu'on peut garder, ce qui nous paraît absolument jeté, etc. Voir les problèmes qu'on a, voir les problèmes qu'on veut régler, etc. Et donc, à Santa Eulalia, c'est un quartier qui est à proximité du centre-ville. Donc, c'est un quartier qui est autonome parce qu'il est sur la colline, c'est toute cette montagne-là, qui est en autoconstruction, qui a 80 ans, donc des choses consolidées, qui a une origine de population qui est plutôt, c'est plutôt des Portugais, un mélange, mais il y a des Portugais parce que c'est des gens qui sont venus faire la ligne de chemin de fer qui était un peu plus bas. C'est une zone qui est à proximité de l'axe, un des axes principaux de la ville, donc qui est en connexion avec le centre-ville, mais qui est isolé parce que c'est un quartier, ceux qui habitaient dans le Cerros, les petites montagnes, ça, on ne veut pas les voir. Ils font partie des gens qu'on ne veut pas voir. Et il y en a partout des gens qu'on ne veut pas voir, sont d'ailleurs la grande majorité. Et c'est d'ailleurs le parti politique qu'on entend aujourd'hui. C'est vraiment la haine entre les... C'est une haine de classe qui s'exprime. Donc voilà, donc on est dans ce dispositif-là. Donc, donc sur ce quartier qui a été décidé, la première étape de travail qu'on a fait avec le maire, c'était de définir, on n'était pas sur ce quartier-là, c'était de définir, nous on lui a dit, il faut qu'on travaille d'abord ensemble à bien comprendre quelles sont les ambitions politiques de la collectivité locale. Quels sont les axes que vous voulez développer? Parce qu'il y a des orientations, des gens ont fait des choix politiques, donc il faut qu'on les comprenne. Donc ça nous a été exposé par le maire, c'est des gens qui travaillent avec lui, etc., et par des représentants des conseils communaux. Mais pas seulement de celui de Santa Eulalia, les gens nous ont dit, voilà, la ville, c'est comme ça, sur les 5 ans qui viennent, on voudrait faire les choses comme ça, etc. Et donc nous, on leur a dit, cette première étape, nous, on va vous dire ce qu'on en a compris. Donc, on a travaillé, nous, on a travaillé et on a produit un document qui s'appelle, je ne sais pas s'il est là, c'est celui-là, qui
qui s'appelle Guacaipuro, donc c'était le territoire, une dynamique urbaine socialisante. C'est-à-dire qu'on a produit ce document-là en espagnol, on a dit en version française, mais en espagnol, et on l'a adressé à toutes les autorités brésiliennes, locales, c'est-à-dire conseils communaux, et c'était pas Santa Eulalia, mais c'était la représentante des conseils communaux, et ici. Alors en disant, voilà ce qu'on a compris. Dites-nous ce qu'on a compris est incohérent, etc. Donc on a eu des échanges sur partir de ce document. On le garde parce que c'est un document qui est réellement. Donc il y a eu des discussions à partir de ça. Avec la définition, une dynamique urbaine, puisque une dynamique c'est un mouvement, plus qu'une décision de on fait comme ça, urbaine c'est des questions urbaines, socialisante, c'était pas pour faire socialiste, c'était de dire la transformation de la ville fait société. C'est d'inspiration, même si on partage. Fort de ça, il y a eu débat. Et on a défini des axes de travail, etc., qui ont été débattus, des axes de travail architecturaux, urbains, politiques aussi, etc. Et de ça, le maire, dans des débats publics, a dit très bien, maintenant. Et nous, on avait même défini, parce qu'il nous avait demandé de réfléchir à des territoires, sur l'ensemble des territoires de sa commune, des territoires qui nous sembleraient être les territoires les plus opportuns pour traduire ces ambitions-là. Par exemple, sur le rapport à la nature du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut réapporter du travail, et pas seulement du travail dans de meilleures conditions de travail, mais qu'est-ce que c'est que le travail? Donc, on a des choses comme ça. Donc, on a défini des trucs, des lieux, et donc le maire en a discuté, eux entre eux, et ils sont venus vers nous en nous disant non, pas ces lieux-là. On veut que ce soit là. Pourquoi là? Santa Eulalia, autoconstruit, à proximité de la ville, donc avec une continuité urbaine qui pourrait aussi évoquer les mutations auxquelles on aspire, un quartier qui s'y bouge va avoir une influence sur la ville, etc. C'est le rapport entre la ville formelle et la ville informelle, etc. Et aussi un quartier organisé, où les conseils communaux sont structurés depuis un certain temps, donc sont à même de répondre à des questions, à des interrogations, à un travail collectif. Voilà. Ce quartier, c'est 1200 familles, 5700 personnes. C'est un quartier qui est en pente, il n'y a pas de voiture, il n'y a qu'un passage pour accéder en haut par les bagnoles, donc c'est inaccessible aux bagnoles. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on arrive à aller au centre avec les voitures, mais il y a une route seulement. Mais 1200 familles, il n'y a pas 1200 bagnoles, il y a 4 bagnoles, enfin, ou 10, parce qu'on ne peut pas faire plus. Donc un quartier sans voiture. Un quartier avec 70 mètres de dénivelé entre la partie haute et la partie basse. Ce qui est énorme. Vivez dans votre quartier avec 70 mètres de dénivelé quand vous n'avez pas de bagnole pour remonter le soir. Qui vous le saura, mais la grand-mère, bah, elle hésite à descendre. Enfin, à descendre encore. Tu la pousses. Et comme t'hérites de pas grand-chose, tu n'as pas raison de la pousser. Voilà, donc c'est ce contexte-là, avec des conseils communaux très organisés, etc. Donc, c'est là où on a décidé de travailler. Donc, on a rencontré les conseils communaux de ce quartier, en expliquant la démarche, etc. Et on a, financé par la municipalité, donc une équipe qui a été pendant 4 mois, enfin, pendant 6 mois, mais 4 mois, 1 mois, et puis après pas tout à fait 1 mois, sur place, à travailler là. Donc 2 Français, enfin 2 du laboratoire qui n'étaient pas français, ont travaillé Santa Eulalia, pour appréhender tout le territoire et pour faire un diagnostic du territoire. Qu'est-ce que c'est que ce territoire, comment est-ce qu'il vit, sachant qu'on travaille systématiquement, on dit toujours 50-50, c'est-à-dire que quand il y a un étranger, il y a un Vénézuélien. Donc on travaille toujours comme ça. Ça, les 2 personnes qui sont allées travailler, c'est une paysagiste mexicaine qui est venue travailler là, Claudia, je connais, et un architecte français qui vivait au Mexique, qui est allé là-bas pendant 4 mois, Thomas Casanova. Ils ont beaucoup travaillé. Et au bout de 4 mois, ils sont venus avec tout un matériau ici, et ils ont bossé avec nous pendant 1 mois ici. Donc, à formaliser les choses. Ça nous a permis de tirer des conclusions, des orientations, des autres, sur ce quartier-là, donc plus en termes généraux, etc. Et on l'a traduit par un 2e document qui s'appelle toujours Économie, mais qui a maintenant un territoire, c'est l'étape 2. Sur le 1, on n'avait pas mis 1 parce qu'on ne savait pas si on aurait 2, 3 ou 4 ou 5. L'étape 2, et là, c'est Santa Eulalia. C'est clair.
Et donc là, on traite du quartier et des axes qu'on a définis. Donc on a précisé. Ce document-là est élaboré par le laboratoire en concertation avec les gens là-bas et avec les urbains. On l'a donc formalisé ici et on est tous partis du laboratoire au Venezuela, à Santa-Eulalia et à la mairie à présenter aux populations cette étape, qui n'est pas un projet architectural urbain, mais qui sont des stratégies urbaines. Stratégie urbaine, stratégie architecturale, nos stratégies pour aborder les questions. Ça a fait l'objet, ça c'était des débats qui avaient lieu quand il était là-bas, sur place, ça a fait l'objet de rencontres avec les populations, les conseils communaux organisés, avec la municipalité, etc. Et on a eu, en haut, on a fait une réunion, il y avait plus de 300 personnes. On s'est pointé avec les panneaux d'architectes, bien noir, le soleil. Sur les panneaux, on va dire, je vais faire un concours, affiche ça, comment, on regarde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les jeunes, les vieux, les machins. Puis t'as des mecs qui me disent, mais qu'est-ce que c'est que votre truc là? Je vais qu'au fond, comme ils voient, machin. On s'était pris pour des architectes en train de faire un concours. On avait 300 personnes qui venaient pour débattre d'un projet et nous on leur présentait des panneaux de concours. On était à côté de la plaque. On n'avait pas compris que c'est pas comme ça que tu traduis, que tu débats les choses. Et les gens nous l'ont dit tout de suite, mais ça, vous retournez à la maison, vous faites autrement. Mais nous, si vous voulez qu'on discute de notre quartier, il ne faut pas que vous abordiez les choses avec des panneaux qu'on ne voit pas. C'est pas de quoi vous parlez, des petits dessins, des trucs, votre. Donc vous faites autrement. Donc il a fallu qu'on présente tout le travail, ces gens-là, pour que ce soit compris. Donc l'outil de communication, c'était un outil de communication d'architecte qui imposait à tout le monde la communication d'architecte. Donc il a fallu qu'on... Donc ça c'est du nouveau, tu sais pas, parce que tu sais pas. Donc, au bout du compte, il y a eu des débats vachement passionnants, avec la mairie, avec les conseils communaux, et on a validé la deuxième étape. Mais dans la validation de la deuxième étape, il y a les axes de travail qui ont été définis. Certains axes, c'était, je pense que c'était quelques-uns, on reviendra dessus si vous voulez. Un, on n'a pas de voiture dans notre quartier, on veut une ville qui est émancipatrice, on est un pays pétrolier, le pétrole, l'essence nous a tués, donc on veut un quartier sans bagnole. Des routes, des machins. On veut un quartier sans bagnole. Mais par contre, on veut les avantages. Enfin, on veut pouvoir avoir un quartier accessible facilement et que ce ne soit pas un truc impossible de monter. La grand-mère ne peut pas monter sa machine à laver, monter une brique ou un truc, c'est pas possible, etc. On veut que vous résolviez tous les problèmes de transport verticaux en particulier qu'on rencontre. Que ce soit pour les hommes, comme pour les marchandises, comme pour les fluides, l'eau, l'électricité, les machins, les produits, les marchands. Première chose. Bon. Et là, tu es dans la vie alternative. Parce que quel type de ville tu fais? Une ville, on aspire tous à des trucs avec des bicyclettes, des machins, des trottinettes. Et là, eux, ils disent non, on ne veut pas de bagnole. Ne nous foutez pas la bagnole. Parce que tu as envie de laisser la place pour qu'un camion puisse monter. Il y a des problèmes à régler, des problèmes de sécurité, machin. Mais la question, donc, pas de bagnole, la question du transport, la verticalité, comment tu transportes, comment tu montes. Comment tu montes 2 tonnes? Tu dois monter 2 tonnes de sable, comment tu fais? Un hélicoptère. Et d'ailleurs, c'est une anecdote que je racontais ce matin, qui est vraie. Le maire était ancien ministre du Transport de Tchad. Et au début, quand il y a eu les grands glissements de terrain comme ça, ils se déplaçaient, ils y allaient, parce qu'il y a des fois tu ne pouvais pas aller en hélicoptère. Ils arrivent sur le quartier donné, ils l'ont fait 2 fois pour raconter. Ils arrivent avec l'hélicoptère. Puis quand on se redressait, ils descendent. T'as les toits qui foutent le camp. Ah oui, c'est bon. Donc c'est pas en hélicoptère que tu emportes un train ici. Il dit, on est passé. Il arrive.
Chavez. Il est plus sympathique que donc ça, c'est un des trucs. Un quartier extrêmement dense, et ils nous disent on ne veut pas perdre cette densité. Parce que cette densité, pour nous, c'est de la proximité, c'est des relations sociales, c'est une qualité de vie. Il faut nous supprimer la promiscuité, l'insalubrité, tout ce qui ne fonctionne pas, mais on veut la densité. Et, pour d'autres raisons, mais je reviendrai peut-être dessus. Et cette densité, on la veut avec du végétal. On veut que vous mettiez, parce qu'ils ont un rapport très fort à l'environnement naturel, on veut qu'on garde des quartiers très denses, parce que pour nous, c'est un gage de structure sociale, etc. Mais on veut qu'en même temps, ce qui n'est pas visible, parce que en fait, ces quartiers-là, c'est l'accumulation de résolution de problèmes individuels. Je dois me faire un toit, je dois me protéger, je dois évacuer les eaux usées, etc. Et donc, c'est une accumulation qui s'organise au fur et à mesure, parce qu'il ne peut pas acheter la flotte c'est dans la chambre du voisin, qui gueule à un moment donné, il balance sur son lit. Donc c'est une accumulation, et donc de faire que, mais cette accumulation, elle a créé des liens sociaux très forts, une organisation, il y a des circuits, circuits sociaux qui existent, et ils disent l'occasion de... Oui, tant pis pour toi. Désolée. Et cette organisation sociale, il faut qu'à l'occasion de la transformation du quartier, elle soit devenue visible, qu'on puisse la voir, qu'on voit qu'on a des liens qui sont très forts, et qu'on a des liens à développer, qu'on a besoin d'une organisation sociale pour vivre en couple. Donc, comment faire que ça soit visible? Eh bien, en créant de nouveaux lieux qui correspondent à cette forme sociale à inventer, qui existent, non visibles, mais pour les rendre visibles. Ça peut être des zones de quartier, ça peut être des zones, mais voilà. Donc, tu vois, densité, pas de balcon, densité, etc. Là, tu es dans la ville alternative. À partir de ce que c'est. Ça, je ne vous parle pas de la gestion de tous les flux, parce qu'il faut l'électricité, il faut l'eau, il faut organiser les canalisations, etc. Et un autre élément qui était très très fort, c'est à l'occasion de la transformation à laquelle on aspire notre quartier. C'est qu'on veut qu'il change ce quartier, et on veut qu'il soit symbolique de changement de forme de vie, changement de la capitale aussi. Il est hors de question qu'il y ait un habitant qui parte à cause des travaux, à cause de la transformation. Donc ça, comme vous voulez, c'est dense comme ça. Et vous faites comme vous voulez, vous pétez pour le concert, mais personne ne s'en va. Sauf ceux qui veulent partir. Vous dites bien. Tout à fait accumulé. Autre élément, mais qu'on a un peu amené nous, c'était de dire la construction en pente, c'est une construction qui est considérée comme la construction des pauvres, la mauvaise qualité de la construction, parce que c'est les gens qui n'ont pas. La vraie construction, c'est la tour, c'est le machin, sur la zone plate. Et donc, mais par contre, ils ont tous un rapport avec la pente, puisque tout le monde habite en pente, dans la pente, etc. Et donc, ça construit des choses de qualité, des choses. Et donc, on s'est dit que s'il y a construction, et s'il y aura donc construction dans la pente, c'est inévitable, puisqu'on est en pente. S'il y a construction en pente, cette construction doit être symbolique sur le plan architectural de la mutation de la ville, et donc de faire en sorte que de ce qui est considéré comme dévalorisant, ça doit être valorisé. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui est considéré comme plus. Et la construction en pente, elle permet de créer des horizons, elle permet des nouvelles formes spatiales. C'est beaucoup plus sophistiqué quand tu as des formes, donc ça permet. Donc l'un des enjeux architecturaux, c'est de faire en sorte que la pente devienne une valorisation sur le plan architectural, sur le plan urbain de la construction, des constructions qui pourront être en autoconstruction dans tous les cas. Donc, faire en sorte que ça. Et que, y compris la bourgeoisie, elles disent putain, les salauds, ils sont mieux chez nous. Parce que quand tu es en pente, non mais je veux dire, tu fais des espaces qui sont bien plus sophistiqués, tu crées des horizons. Différents horizons, des horizons comme ça, tu as une pente, tu as des horizons, des horizons mentaux, mais aussi des horizons. Donc, ça, c'est la. Voilà. Une fois que tu as dit ça, tu poses tes crayons, tu es là, les gens, tu déballes,
Ça, donc ça a été le projet de donc on a commencé une troisième étape qui était de ça. Donc quelle stratégie urbaine Et c'est là où, c'est pendant que l'équipe était ici, on a repéré toute cette zone-là, qui était la zone la plus pentue sur le bord de la route, pour différentes raisons. C'est parce que c'était sur le bord de la route, etc. C'était la plus pentue, etc. Elle n'était pas construite. Alors que toutes les autres pentes étaient construites, sauf celle-là. Premier repère. Ça, c'est à voir avec la ville. Zone ici, etc. La première chose. Et on a, par ailleurs, interrogé les populations sur l'état de leur quartier. Qu'est-ce qu'ils pensaient de leur quartier? Donc on leur a demandé de faire, eux, un diagnostic. Pas nous, ce n'était pas un diagnostic technique. Etc. Vous prenez les cartes, vous repérez les immeubles, les logements, et vous nous dites ce qui vous paraît à détruire, ce qui vous paraît à modifier, ce qui vous paraît à garder, etc. Et les conseils communaux, on aurait fait ça avec une école d'architecture, on aurait mis 6 mois. Hein, parce que les étudiants, ça bosse beaucoup, ça va plus vite, etc. Avec les conseils communaux, ça a mis 1 semaine. Je ne dis pas que les étudiants ne bossent pas, mais ça aurait été avec une administration, un bureau d'études dans les 2 ans. Ça coûte cher, le bureau d'études. Et ils ont fait un diagnostic qui fait que entre 10 et 15% du bâti existant, défini par eux, est considéré comme insalubre ou à démolir. 10 ou 15%. 1200 familles, ça fait 120 logements, entre 150 et 200 logements. Défini par eux. Ce n'était pas une valeur technique. Hein. Nous, après, en tant que technicien, on va vérifier que... bon, voilà. Donc, ils ont fait ce diagnostic-là, et qu'est-ce qu'il a été conclu de ça? C'est que ça représentait 10 à 15% de surface qui pouvait se transformer. Si je les démolis, qu'est-ce que j'en fais? Je peux en faire de la voirie, je peux en faire de l'espace qui exprimerait les relations sociales, etc. Je peux en faire de la circulation horizontale pour répondre à. Je peux en faire. J'ai donc 10 à 15% de surface de ce territoire potentiel, ça peut être en pente, ça peut être de possible. Le possible, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Mais tu as 10 à 15% des populations qui dégagent. Donc il faut faire pour que, puisque personne ne doit partir. Et c'est là où la pente, le bord, il a été convenu qu'on allait construire là où ce n'était pas construit, parce que c'était zone à risque, etc. Et qu'on allait justement investir ces territoires-là pour faire les 200 logements qui manquaient, puisqu'on allait détruire 200 logements. Donc les populations qui bougent, en fait, elles participent parce qu'elles sont dans les situations les plus précaires, les plus vieilles. Elles vont se retrouver dans du logement neuf, dans le quartier qui donne une autre image du quartier, qui permet au quartier de se reconnecter avec toute la ville. Donc ils sont dans la ville en train de se transformer. Et en même temps, ils permettent à ce que se libèrent à l'intérieur du quartier des surfaces qui sont ce que doit devenir des surfaces à imaginer. Et donc le temps qu'on construise la première partie, la première tranche là, le logement, on peut organiser les débats pour savoir ce qu'on fait avec les 15% de trucs. Donc c'est donc ça, c'est la troisième étape qu'on a terminée sur la stratégie et qu'on a resoumis aux populations et à la mairie. Ça a été validé. Ça a été validé. Et comme on inscrit ça dans un processus national, je vous ai parlé de la grande mission Vivienda, et que la grande mission Vivienda s'interroge sur la production d'un appareil critique sur la question de la ville, ce projet-là est devenu un des projets pilotes à l'échelle nationale pour dire, bon, on s'engage à soutenir ce projet à l'échelle nationale, donc il est financé par l'État, pour que ce soit une nouvelle forme de transformation urbaine, peut-être une ville alternative de la grande mission communale. Donc on est à l'échelle nationale, à l'échelle municipale et à l'échelle du conseil communal. Voilà. Et on est là, on n'est pas seul. Hein. Vraiment, on est loin d'être seul. Donc voilà. Donc on est à la fin de je dirais, ce premier cycle qui a permis, 1, de comprendre, 2, de faire des propositions stratégiques, 3, d'émettre des propositions stratégiques au plan urbain et architecturaux
après avoir fait, à travers les questions urbaines, des questions de société. Voilà. Quel grand choix on fait, on en est là. Et on commence une étape qui est l'étape d'opérationnalisation, puisque ce projet est financé, pour partie, les logements, en tous les cas neufs, sont financés en 2017. Donc il faut les construire en 2017. Donc on est à cette étape. Donc il faut, au-delà des idées, maintenant il faut les dessiner. Il faut travailler. Alors on a travaillé, on a commencé les maquettes, c'est l'expression de ça, etc. Donc on est en train de bosser dessus. Et ce matin, on est en train de mettre en place une équipe auquel vous pouvez participer si vous le souhaitez, sans problème. Si vous voulez venir travailler pendant un mois, il n'y a aucun problème. On cherche de la main-d'œuvre pas chère, efficace, douée, intelligente. Donc on est à cette étape-là pour pouvoir démarrer la construction, l'opération de construction. Mais la construction, ça ne veut pas dire qu'on arrête la conception, puisque en fait, le financement en 2017, c'est un financement qui va permettre de poursuivre les études en concertation avec les populations sur qu'est-ce qu'on fait comme logement. Parce qu'on a, nous, défini des grands axes. Je ne sais pas pourquoi je n'ai plus le 3. Il y a un document 3 qui est... Le 3, c'est vrai, il doit être là-bas. Et donc, on a fait une esquisse de ce projet-là. On a une esquisse. Mais c'est une esquisse, c'est une faisabilité. C'est une esquisse. Je leur ai transmis. Pardon ? Je leur ai transmis. Oui, bon, vous l'avez. Voilà, mesdemoiselles, où on en est. Donc, une association avec une ville alternative. C'est-à-dire qu'en fait, on participe d'une réflexion collective sur quelle ville les hommes veulent pour eux. Une ville qui part de la Cambrousse, c'est une ville qui part de la réalité des villes ou du territoire dans lequel ils sont. On l'a imaginé en Colombie et on s'est donné 6 mois pour imaginer ce qu'elle serait avec le plan structurel, etc. Où, comment. Et donc on a bossé pendant 6 mois avec des trois zones géographiques et on a fait au mois de février 2009 un petit séminaire à la Bourse du Travail à Bobigny où on s'est retrouvés, mais il y avait des délégations parce que les avions les pays, et puis c'était comme on n'existait pas, c'est chacun se paye son billet d'avion. Alors c'est vrai qu'il y a quand même quelques villes, donc les villes étaient capables de payer 2 billets d'avion quand c'était, parce que en plus c'est d'intérêt collectif, hein, il ne s'agissait pas de filer les vacances à quelqu'un. Donc on s'est retrouvé à Bobigny, à mettre, et là c'est là où on a énoncé le cadre, où on a écrit le texte de la charte. Donc on a tout organisé, c'était posé, et donc il s'agissait de décider de quand est-ce qu'on faisait. Et c'est là où, qui était dans nos relations, qui suivait attentivement ce qu'on faisait, le maire de Vaux-en-Velin, la ville de Vaux-en-Velin, à côté de Lyon, Maurice Charrier, à l'époque, est venu à cette rencontre à Bobigny et nous a invités à constituer l'association, l'assemblée constituante de l'association de l'association dans sa ville à Vaux-en-Velin en juin, parce qu'il organisait, je ne sais plus, il y avait des réunions sur les questions humaines, parce que je vous rappelle, Vaux-en-Velin c'était une des villes qui a des émeutes, les premiers mouvements de contestation, des quartiers populaires, c'est à Vaux-en-Velin, et donc c'est un maire qui était très impliqué sur la question urbaine, donc qui nous a proposé. Et donc on a accepté, parce que une structure qui nous accueillait, on a dû avoir un peu d'hôtels qui nous étaient aidés, financés, etc. Bon, donc on a fait ça. On n'était pas très nombreux, on était une quarantaine pour l'Assemblée constituante. Et on a donc proposé au maire de Vaux-en-Velin d'être le premier président de l'association. Donc Maurice Charrier a été le premier président de l'association. Et il l'a été jusqu'au moment. Alors le laboratoire s'appelait le Laboratoire international pour l'habitat populaire durable. Il y avait la tarte à la crème durable, un truc. Moi je ne voulais pas ça. Je suis un des fondateurs. Je ne voulais pas ça, mais c'était une lutte entre nous. Enfin, c'était un débat entre nous. Bon. Et donc c'était un débat quand même, un débat de fond. Parce que
durable, c'est pas rien de se garder ou pas garder, surtout aujourd'hui. Donc il y avait ça, ces questions-là. On a toujours eu des débats virulents au sein de l'association, virulents. Et donc Maurice a été le premier président pendant là. Et il y a eu un autre débat qui s'est posé à un moment, c'est le lieu du siège de l'association. Où est-ce qu'on fait l'association? Est-ce qu'on l'a fait à Lyon? Est-ce qu'on l'a fait en Montpellier? Et c'était un vrai débat aussi, mais qui n'était pas qu'un débat de situation géographique, qui était un débat idéologique aussi. Et donc il y a eu des rapports de force qui se sont établis. Donc il y a eu un débat fort, et on est ici. Donc on n'est pas. Donc voilà, on n'est pas. Bon. Et ouais, et Maurice Charrier a, compte tenu de tout ça, aussi, et il s'est engagé aux dernières présidentielles à côté de Jean-Luc Mélenchon. Bon. Et moi je pour contre le feu de tout sujet, mais on a convenu tous que pour l'association, il était préférable de ne pas avoir un président qui soit publiquement et fortement engagé auprès des candidats. Non pas qu'on était engagé, donc on était capable de dire on soutient Mélenchon tous, mais pour l'association, ce n'était pas forcément le plus pertinent, puisqu'on ne travaillait pas qu'avec des collectivités front de gauche. Donc c'était pas. Donc Maurice a décidé de ne pas. Et donc il y a eu vacances, il n'y a pas eu vacances, c'était ça, et il fallait un nouveau président. Et c'est le président à la grande majorité, presque à depuis, je suis président à vie. J'ai changé un peu les statuts. Et bon, ça peut changer, mais vraiment, j'en ai marre. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suis architecte. Mais si tout ça existe, c'est parce que des architectes, des urbanistes, des paysagistes, se sont un jour, se retrouvaient, et puis on se retrouvait le soir, on discutait, on buvait un coup, puis on se disait, putain, j'en ai marre de mon métier, putain, je vais faire que boire maintenant, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Puis en fait, tu ne devrais pas, d'être déjà mis sa gueule. Bon. Et ce qu'on a décidé de s'organiser. Au bout de 2 ans, c'est 1 an ou 2 ans, il est dissous. Et puis les gens, nous, on fait un conseil communal, là, on ne bosse pas, on a une légitimité, puisqu'on on est constitutionnellement souverain. C'est-à-dire que c'est pas rien. On a l'autorité, on t'élit, toi, comme responsable du conseil communal, c'est tu as un pouvoir, et tu peux aller en contradiction, tu peux mobiliser des fonds, tu peux, pour des projets qui nous concerneraient, nous, comme communauté, mais si on ne fout rien, on n'est plus légitime. Là, ce qui change de nos machins, là, nos trucs de démocratie participative, tu te demandes. Tu fais rien. Et surtout que ça t'est imposé. Il faut trouver des gens pour aller au conseil, au conseil de quartier, y compris les conseils communaux pour les enfants, il y en a pour les enfants, il y en a pour les vieux, bientôt il y en aura pour les adolescents, il y en aura pour tout le monde. Tu n'arrives jamais qu'on se mette à du monde, ça t'intéresse. Enfin, bon, voilà. Donc là, c'est le dispositif. Donc voilà. Donc on a commencé à travailler avec ces différents pouvoirs sur ça. Et avec le fait que les conseils communaux existent, c'est pour faire en sorte que la démocratie vénézuélienne soit une démocratie, ce qui est sûr, qui le qualifie comme ça, une démocratie. Alors, un conseil communal, c'est une démocratie participative, protagoniste. Je participe et je suis le protagoniste, il a dit. Sur les questions urbaines, sur toutes les questions. Et en particulier sur les questions urbaines, parce que c'est des questions qui concernent très vite les gens, sur la transformation du quartier, sur le fait de manquer de services, etc. Vous voyez, comme ça. Mais pour être protagoniste, il faut être organisé. Donc, protagoniste organisé. Donc, ils disent que les conseils communaux sont protagonistes organisés. Et ça tombe pas du ciel, c'est du boulot. Nous, on ferait l'inverse, il faudrait qu'on fasse l'inverse, puisque nous, ça ne serait pas constitutionnel, il faudrait des conseils communaux ou des conseils quelque chose qui se forment et qui, après, deviennent protagonistes. Donc, organisés et protagonistes ensuite.
à être protagoniste sans savoir pourquoi on fait. Voilà. Donc voilà le schéma général enfin, le contexte général dans lequel on est actuellement. Alors après, de quoi s'agit-il et à quelle étape on en est? Mais je peux peut-être m'arrêter pour vous poser quelques questions. Je suis sûr que Mais en fait, c'est la plupart de... ça n'a pas de sens. Et donc tu peux très bien essayer de penser quelque chose qui soit alternatif, mais qui ne soit pas du tout une ville alternative. On va te dire, bah, tiens, on va mettre du tramway au lieu de mettre du bus. Bon, c'est une alternative, mais c'est de quelle ville parle-t-on? Et si on parle de ville, qui a la légitimité pour parler de ville? Que les techniciens parlent de la ville, bien évidemment, mais sur la ville en mutation, sur la ville à laquelle on aspire, nous, toi, moi, tout va, ben c'est à toi et à moi d'en parler. Ça, c'est pas spontané. Si tu poses la question dans la rue aux gens, ils vont te répondre. Parce qu'on est tous aliénés. On est aliénés pas seulement par la télé, mais on est. Donc, sur la question de la ville, vous êtes forcément un peu plus affûté parce que c'est votre métier, mais bon, dire, tiens, toi et moi, qu'est-ce qu'on veut de la ville? D'où la nécessité d'abord d'être reconnu comme étant le protagoniste. C'est nous qui décidons, c'est pas autre qui décide. Qu'on ait besoin de gens pour nous aider à décider et que valider les choix, parce que les choix ok, c'est nous qui sommes protagonistes. Et on est organisé parce que pour pouvoir dire, il faut qu'on sache comment dire et qu'on ait travaillé. Et travailler, c'est s'organiser. C'est tout con, mais c'est quand même vachement important. Si on était protagoniste organisé dans nos quartiers ici, je peux vous assurer que ce ne serait pas comme c'est aujourd'hui. Non mais c'est évident. Bon. Et ça permet de dire quelle ville alternative. De dire, ben nous on pense que la ville est ça. Et ça fait du débat. Ça peut faire du conflit. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on pense tous la même ville. Je ne vois pas pourquoi on penserait de vouloir s'émanciper de la même manière. Donc ça fait du débat. Et pour avoir du débat, il faut être organisé et il faut quelque chose qui est fondamental, et ça c'est le travail nous permet de commencer à l'affirmer, c'est la présence de la puissance publique. Si tu n'as pas la puissance publique qui te permet d'organiser le débat contradictoire, si ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas un débat, c'est une discussion entre gens d'accord. Il faut la puissance publique, c'est elle qui est garante du fait que la contradiction est possible. Je fais une parenthèse, mais regardez, cet été, on a eu le droit à la tarte à la crème organisée. S'il n'y a pas la puissance publique pour permettre le débat, pour décider de ce qu'on veut faire, ça ne peut pas fonctionner. Mais non seulement ça, mais en plus, il faut que la puissance publique, elle permette au peuple organisé protagoniste de se doter d'outils qui lui permettent après d'agir. Parce que tu peux dire en bas, ok, vous avez débattu, puis maintenant c'est monsieur Martin Bouygues qui a tout en main. C'est lui qui a en main. Donc il faut des outils qui permettent aussi après de réaliser ce qui aura été décidé. C'est ce qui essaye de se faire dans des situations comme si on était là. C'est-à-dire les conditions du débat. Et on doit organiser les conditions du débat, d'un débat contradictoire, d'un débat qui permet de discuter des questions urbaines, parce qu'au travers des questions urbaines, en fait, ce sont des questions sociales qui sont mises en place. Donc dans la question sociale, il y a des oppositions, c'est évident. Même si c'est vrai qu'en France, c'est pareil. Tous pareil. Macron, bon. Vous ne voulez pas débattre. Non, je vais vous montrer, ça peut être dangereux parce qu'il n'y a pas de débat. C'est un peu. Tu vois la mélasse, tu vois ce que c'est? C'est un truc qui colle au doigt, tu sais pas ce que c'est, mais ça colle. Là, voilà, c'est ça.